Aujourd'hui, on va parler de toutes les erreurs que font les débutants en horlogerie. Vous en avez sûrement déjà faites et si c'est pas encore fait, vous allez forcément en faire plus tard. Normalement, c'est en les faisant qu'on apprend, mais si je peux vous éviter de cramer votre argent ou d'abîmer votre montre, je le fais avec cette vidéo qui regroupe les 10 erreurs les plus communes que l'on fait quand on commence l'horlogerie. Donc si vous commencez à acheter des montres ou même si vous êtes passionné depuis quelques années, je vous garantis qu'il y a au moins un truc dans cette vidéo qui va vous faire tilter. La première erreur, c'est d'acheter une montre pour le nom sur le cadran. C'est l'erreur numéro 1 et celle qui coûte le plus cher. Vous connaissez le principe, quelqu'un débute, il va sur YouTube, il voit des Rolex partout, il se dit je veux une Rolex et il économise pendant des mois ou des années pour s'acheter une Oyster Perpetual à 6 000 € comme première montre. Est-ce que c'est une mauvaise montre? Absolument pas, mais est-ce que c'est un achat intelligent quand on débute? Très souvent la réponse est non. Parce que quand c'est votre première montre automatique, vous savez même pas encore ce que vous aimez, vous savez même pas si vous préférez les montres fines ou les grosses montres, les cadrans chargés ou les cadrans plus minimalistes, le bracelet acier, le cuir. Vous en savez rien du tout et vous allez dépenser une petite fortune sur un choix que vous avez fait avec les yeux de quelqu'un d'autre finalement. Donc mon conseil, c'est de commencer par des montres entre 200 et 500 € grand max, acheter une plongeuse, une feel watch, une montre habillée, tester les styles, comprenez ce que vous aimez vraiment au poignet et pas juste en photo sur internet, c'est très différent. Et après, quand vous saurez exactement ce que vous voulez, là, vous investissez dans votre Graal. D'ailleurs, si vous regardez les grandes collections de passionnés qui traînent depuis 15 ou 20 ans dans le milieu, la plupart, ils ont commencé par des montres pas chères. C'est comme ça qu'ils ont affiné leur goût et qu'ils savent exactement pourquoi ils achètent telle ou telle montre aujourd'hui. Un autre piège dans lequel tombent énormément de débutants, c'est se fier uniquement au diamètre. Celle-là, c'est un classique. Vous regardez les specs d'une montre, 42 mm de diamètre, vous vous dites parfait, j'ai un poignet de 17 cm, donc 42 mm, ça passe. Et quand vous la recevez, soit elle a l'air d'un couvert de casserole sur votre poignet, ou soit au contraire, elle paraît beaucoup plus petite que prévu. Parce que le diamètre, ça veut tout et rien dire. Il y a plusieurs paramètres qui changent complètement le rendu au poignet d'une montre. Il y a la longueur corne à corne qui est encore plus importante que le diamètre. C'est la distance totale entre les extrémités des cornes. Et c'est ça qui détermine vraiment si la montre déborde de votre poignet ou pas. Vous pouvez avoir une montre de 40 mm avec une longueur corne à corne de 50 mm et ça paraît immense. Et une autre de 42 mm de diamètre avec une longueur corne à corne de 47 mm qui paraît beaucoup plus discrète. Ensuite, vous avez aussi l'épaisseur qui joue beaucoup. Une montre de 42 mm qui fait 9 mm d'épaisseur, c'est pas du tout la même chose qu'une autre montre de 42 mm qui fait 14 mm d'épaisseur. Et en plus, la forme des cornes, si elles sont pas droites ou incurvées, ça change aussi absolument tout pour le confort et l'apparence. Le mieux, c'est d'essayer la montre avant de l'acheter si vous n'êtes pas sûr des dimensions et si vous pouvez pas essayer au minimum, regardez les photos au poignet de gens qui ont la même taille de poignet que vous. Vous en trouverez en général sur Reddit ou dans les groupes horlogers. Un autre truc qu'on fait tous au début, c'est d'ignorer complètement le mouvement. Au début, on achète une montre pour le look, le cadran est beau, le boîtier est bien fini, le bracelet est confortable et on regarde même pas quel mouvement il y a dedans. Sauf que le mouvement, c'est le cœur de votre montre, c'est ce qui va déterminer sa précision, sa fiabilité long terme et surtout combien ça va vous coûter à entretenir sur le long terme. Par exemple, si vous avez un mouvement ETA 28-24 ou un Sellita SW200, n'importe quel horloger dans le monde peut vous la réviser et les pièces se trouvent très facilement. Si vous avez par contre un mouvement propriétaire d'une micro-marque obscure, là je vous souhaite bonne chance pour trouver quelqu'un qui saura la réparer dans 10 ans, voire plus. Et ça va encore plus loin, on a déjà vu dans une vidéo précédente que le Miyota 9015, un mouvement japonais, est plus fin et 2 fois moins cher qu'un ETA 28-24 pour des performances au quotidien très comparables. Du coup, petit conseil, avant d'acheter une montre, tapez la référence du mouvement sur Google ou sur un forum, regardez les retours des utilisateurs, la fiabilité, les problèmes connus, c'est 5 minutes qui peuvent vraiment vous éviter pas mal d'ennuis pour la suite. Et maintenant, on va parler de quelque chose que presque tout le monde sous-estime, le bracelet. Ça paraît bête dit comme ça, mais ça fait au moins
50% voire plus de l'expérience au poignet. Si vous mettez un atto ou un bracelet métal, votre montre n'aura rien à voir. Vous pouvez avoir le plus beau cadran du monde, si le bracelet il est inconfortable, de mauvaise qualité ou moche, vous aurez plus envie de porter la montre complète. C'est sûrement l'erreur que je vois le plus souvent, des gens qui achètent une super montre et qui la laissent sur le bracelet d'origine même s'il est très mauvais, parce que souvent les marques font des économies sur le bracelet justement. Sur beaucoup de montres, même à 500 ou 800 euros, le bracelet d'origine est souvent le point faible. Vous pouvez avoir des maillons qui vont prendre du jeu, des boucles qui sont cheap et ça gâche la valeur perçue de la montre, le confort est pas terrible, etc. Et l'inverse est vrai aussi, vous prenez une montre que vous portez plus trop, vous lui mettez un bon bracelet acier ou un beau cuir et d'un coup c'est une autre montre. C'est comme mettre des bons pneus sur une voiture ou une moto, ça change toute l'expérience. Et c'est pour cette raison qu'on a lancé Braxen l'an dernier. On s'est rendu compte que trouver un bracelet de qualité c'était de plus en plus compliqué. Sur Amazon ou AliExpress, c'est un peu la loterie, parfois c'est bien mais souvent malheureusement c'est nul. Avec Braxen on a fait des bracelets Jubilé, Oyster, Président, My Milanaise, NATO, Tropique, enfin on en a fait plein. En bracelet métal on a surtout des bracelets pour des Seiko, mais on a aussi des bracelets universels qui sont compatibles avec toutes les montres. Je vous mets le lien de la boutique Braxen en description. Et même si vous achetez pas chez Braxen, le message en fait c'est n'hésitez pas à changer le bracelet de votre montre, c'est la modification la plus simple et la plus impactante que vous pouvez faire sur une montre. Une autre erreur que je vois tout le temps dans les commentaires, croire qu'une montre chère ça résiste mieux aux rayures qu'une montre moins chère. Mais en vérité c'est normal, votre montre en acier, en titane ou même en or va se rayer, c'est un objet qu'on porte qui touche des tables, des poignées de porte, des murs, des ceintures de sécurité. C'est normal qu'elle prenne des marques. Dans tous les cas, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais l'acier 316L, il a une dureté d'environ 190 vickers, c'est bien, mais du sable, une fermeture éclair ou même une boucle de ceinture, ça peut être plus dur que ça. Et même si vous avez du 904L, comme chez Rolex, c'est même un peu plus mou que le 316L à cause du taux de nickel, donc ça se raye encore plus facilement. Le seul matériau vraiment résistant aux rayures en horlogerie, c'est la céramique, mais elle a un défaut, c'est qu'elle casse en cas de choc. Le titane grade 2, ça se raye très facilement, et par contre le grade 5, il est plus dur que l'acier. Bref, chaque matériau a ses compromis et aucun n'est vraiment parfait. Du coup, mon conseil, c'est tout simplement d'accepter que votre montre va forcément se rayer, ça fait partie de sa vie. Une montre, c'est fait pour être portée, c'est sûr que les premières rayures, ça fait toujours un peu mal, c'est comme ça pour tout le monde. Je sais, mais de toute façon, c'est inévitable, donc vaut mieux s'y habituer et ne pas y penser. On passe à une erreur qui peut littéralement endommager votre montre, c'est le fait de mal remonter sa montre. Ça, c'est une erreur qui peut littéralement casser votre mouvement ou au moins l'abîmer. Déjà, le premier truc, quand vous remontez votre montre à la couronne, tournez toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire vers le haut quand la couronne est à 3 heures. Si vous tournez dans l'autre sens, sur certains mouvements, vous faites rien, mais sur d'autres, vous pouvez user prématurément certaines pièces du mouvement. Aussi, ne remontez pas comme un bourrin, 20 ou 30 tours en général, c'est largement suffisant pour lancer la montre. Et quand vous sentez une résistance, vous arrêtez. Sur un mouvement automatique, vous pouvez pas normalement casser le ressort de barillet en remontant, puisqu'il y a un système de glissement, mais forcer, c'est jamais bon pour la mécanique. D'ailleurs, sur un état 28-24, par exemple, il est déconseillé de remonter manuellement trop souvent. Les pignons de remontage sont un peu fragiles et ils peuvent s'user. Le mieux, c'est de secouer doucement la montre dans tous les sens pendant 30 secondes pour que le rotor il fasse son boulot. C'est pour ça qu'il est là. Il y a une autre chose à pas faire sur certains mouvements, vous l'avez sûrement déjà entendu, c'est la zone de la mort, c'est de changer la date entre 21h et 3h sur la montre. Pourquoi? Parce que pendant cette période, en fait, le mécanisme de date est en cours d'engagement. Les petits engrenages qui font basculer le disque de date commencent à s'engrainer progressivement bien avant minuit. Donc, si vous le forcez le changement rapide à ce moment-là, vous risquez de casser ou de tordre les petits leviers du mécanisme de date. C'est une réparation qui coûte cher et qui est très facilement évitable pour le coup. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un autre truc. Quand vous tirez la couronne pour régler l'heure, faites pas des allers-retours rapides avec les aiguilles, surtout en sens inverse. Allez toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, doucement. Je sais que quand on est pressé le matin et que la montre est arrêtée, on a tendance à tourner vite dans tous les sens, mais c'est vraiment pas bon pour les engrenages. Tout ça, c'est des choses, si ça vous arrive de les faire une fois, c'est pas grave du tout, mais faut juste prendre l'habitude de pas les faire pour conserver votre mouvement en bon état le plus longtemps possible. Maintenant, un sujet dont on a parlé déjà sur la chaîne, mais ça mérite d'être redit ici parce que c'est un piège dans lequel tombent presque tous les débutants. Quand vous voyez
Swiss Made. Sur un cadran, vous imaginez un atelier en Suisse avec un horloger qui assemble tout à la main. La réalité, c'est que la loi exige seulement 60% des coûts de fabrication soient générés en Suisse. 60% des coûts, pas 60% des pièces, donc ça n'a rien à voir. Il peut y avoir une seule pièce suisse et par contre la plupart des coûts en Suisse, ça suffit. Ça veut dire que le boîtier, le cadran, les aiguilles, le bracelet, tout ça peut légalement venir de Chine ou n'importe où dans le monde. D'ailleurs, c'est la même chose pour le Made in Japan. On avait vu que certaines montres marquées Made in Japan pouvaient être assemblées en fait en Chine ou en Malaisie grâce à la fameuse clause du superviseur où il suffit qu'un superviseur japonais supervise la chaîne d'assemblage. Même si c'est dans un autre pays, ça suffit pour écrire Made in Japan sur la montre. D'ailleurs, je vais aussi faire une vidéo sur les montres chinoises puisqu'il y a plein de choses à dire. Donc, si vous voulez pas la rater, abonnez-vous. Donc, le conseil, c'est de ne pas se fier uniquement au label. Essayez plutôt de savoir quelle est la réputation de la marque auprès des collectionneurs et posez vos questions dans des groupes horlogers. En général, vous serez très bien conseillé. L'erreur numéro 8, ça c'est le fantasme du moment. J'achète une Rolex, dans 5 ans, elle vaudra le double. Alors oui, c'est arrivé pendant la bulle post-Covid où les prix du marché gris ont complètement explosé, mais c'était une anomalie, c'est clairement pas la norme habituellement. La réalité, en fait, c'est que 95% des montres perdent de la valeur dès que vous sortez de la boutique. Même les Rolex, hors modèle ultra demandé évidemment, elles se revendent souvent en dessous du prix de retail. Et les montres d'autres marques, même des très bonnes marques, c'est souvent 30 à 50% de décote dès la revente. Une montre à la base, c'est pas un placement financier. Si vous voulez investir, acheter des actions ou de l'immobilier. Si vous achetez une montre, achetez-la parce que vous allez la porter et parce qu'elle vous fait plaisir. Si elle prend de la valeur un jour, tant mieux. Mais ça doit jamais, en tout cas pour moi, être la raison principale de l'achat. Sinon, vous risquez vraiment d'être déçu. D'ailleurs, j'ai un exemple concret, la Tudor Black Bay 58, quand elle est sortie en 2018, les prix sur le marché gris étaient 20 à 30% au-dessus du retail parce que personne n'arrivait à en avoir et aujourd'hui, vous la trouvez sous le prix retail en occasion. Les gens qui l'ont acheté pour l'investissement, ils ont perdu de l'argent en gros. Ceux qui l'ont acheté parce qu'ils l'aimaient, ils s'en fichent, ils la portent et je pense qu'ils sont heureux aujourd'hui. L'erreur numéro 9, c'est de comparer les spécifications sans contexte. Ça, c'est le syndrome du tableur Excel. C'est le mec qui compare 15 montres avec un tableau, avec le nombre de rugby, la fréquence du mouvement, l'étanchéité, la réserve de marche, et il choisit celle qui a les meilleurs specs sur le papier. Sauf que les spécifications sans contexte, ça veut rien dire. Est-ce que vous avez vraiment besoin de 300 mètres d'étanchéité? 200 mètres, c'est déjà la tranquillité absolue pour 99,9% des gens. 24 ou 26 rubis au quotidien, ça change strictement rien. 28 800 alternances par heure ou 21 600, la différence c'est que la trotteuse est un peu plus fluide, point. Ça rend pas votre montre plus précise pour autant. Ce qui compte vraiment, c'est comment elle se sent au poignet. Est-ce que le bracelet est confortable? Est-ce que vous aimez la regarder 10 fois par jour? Est-ce que le mouvement est fiable et facilement réparable? Est-ce que l'étanchéité est suffisante pour votre usage réel? Et c'est à peu près tout. Le meilleur test en fait, c'est est-ce que quand vous la voyez le matin, c'est celle-là que vous avez envie de mettre? Si oui, en général, c'est la bonne, peu importe que les spécifications soient meilleures que la montre à côté. Et pour finir, une erreur silencieuse qui fait des dégâts sur le long terme, ne pas entretenir sa montre. Vous pensez qu'une montre mécanique, ça demande moins d'attention puisqu'il n'y a même pas besoin de changer de pile, mais pas du tout. Une montre mécanique, c'est un ensemble de pièces microscopiques qui frottent les unes contre les autres. Donc il y a des huiles de lubrification à l'intérieur et ces huiles, elles sèchent avec le temps. Donc si vous faites pas de révision au bout de 5 ou 10 ans, les pièces elles commencent à s'user de façon accélérée parce qu'il n'y a pas assez lubrifiant. C'est un peu comme si vous roulez avec une voiture sans huile moteur. En général, les marques elles recommandent une révision tous les 5 à 7 ans. Ça coûte entre 150 et 400 euros selon le mouvement et la montre et aussi en fonction de l'horloger ou de la marque. C'est un coût qu'il faut intégrer dans votre budget quand vous achetez une montre. Et au quotidien aussi, pensez à rincer votre montre à l'eau douce. Ça c'est la base après la mer ou la piscine. Même si elle est étanche à 200 mètres, le sel et le chlore attaquent les joints et la couronne sur le long terme. Et aussi vérifier l'étanchéité tous les 2-3 ans. Surtout si vous neigez avec, c'est pas cher à faire. Là je parle de juste un test, pas forcément remplacer le joint à chaque fois. Et ça peut vous éviter une entrée d'eau qui détruirait complètement le mouvement. Et un autre truc aussi, c'est les aimants, ils peuvent magnétiser le spiral et dérégler complètement la précision de votre montre. Et en fait, on a des champs magnétiques un peu partout dans notre quotidien aujourd'hui. Donc si un jour votre montre elle se met à avancer de 30 secondes par jour d'un coup, ça peut complètement être ça. Donc la première chose à faire, c'est de la démagnétiser
magnétiser. C'est très facile à faire, je vous mets l'outil pour faire ça en description. Il n'y a pas besoin de démonter quoi que ce soit. Une fois que c'est fait, vous vérifiez si la précision s'est améliorée et sinon, eh ben, vous l'emmenez chez un horloger du coup. C'est-à-dire que c'est pas en rapport avec la magnétisation et du coup, il vous fera un autre diagnostic. Au final, le plus important, c'est de se faire plaisir. Une montre qui coûte 100 ou 10 000 euros, c'est un objet qui vous accompagne au quotidien, qui marque les mouvements de votre vie et qui doit vous rendre heureux quand vous la regardez. Le jour où ça devient une source de stress ou un objet qui dort dans un tiroir, pas peur de l'abîmer, c'est qu'il y a un problème. J'espère que cette vidéo vous aidera à éviter ces erreurs si vous ne les avez pas déjà faites. N'hésitez pas à visiter la boutique Braxen si vous cherchez un bracelet de meilleure qualité pour votre montre et on se retrouve très vite pour une nouvelle découverte horlogère.